Moi, je suis sociologue donc au CNAM je travaille dernièrement sur donc la question de la formation et la construction des représentations et des croyances des acteurs du marché du travail. Alors à travers ça, c'est assez ambitieux comme programme et on en est un peu au balbutiement. L'idée, c'est de couvrir les acteurs du marché du travail dans leur diversité et notamment eh bien les demandeurs d'emploi, candidats à l'emploi, les recruteurs, employeurs, et puis au milieu, donc les intermédiaires, les professionnels de l'emploi, qui nourrissent aussi un certain nombre de représentations là-dessus. Alors pourquoi aujourd'hui, il me semble intéressant de réfléchir sur la question des représentations du marché du travail. Pour moi, ça me semble relativement crucial vu l'évolution du paradigme de l'orientation et de l'accompagnement dont j'ai entendu déjà certains échos ce matin, avec deux tendances à mon avis assez lourdes. La première, c'est que on assiste à une forme d'injonction à l'autonomie individuelle des individus qui s'orientent, qui sont en transition professionnelle. Injonction à l'autonomie qui se paye par une forme de responsabilisation aussi des individus dans leurs choix. Et on entend une petite musique consistant à rendre les individus acteurs de leur parcours, à distance peut-être d'un modèle dont on pense qu'il a prévalu jusqu'ici, qui est le modèle de la prescription de formation et de la prescription de parcours. Donc j'ai entendu ce matin la question de l'autonomie orientationnelle, des compétences orientationnelles, de la construction et de la formation de savoir évoluer. Donc tout ça, ça participe de l'idée d'un modèle de l'acteur éclairé, informé et qui fait ses choix d'une certaine manière en connaissance de cause. Donc, et on voit que les dernières réformes qui touchent notamment la formation et l'évolution professionnelle renforcent ce modèle-là et tendent à redéfinir en tout cas la place des intermédiaires, des professionnels et pour aussi souligner et renforcer leur capacité à informer et à éclairer les choix des individus. Deuxième tendance, c'est, je dirais, l'incitation au réalisme des individus, qui va un peu dans le même sens que cette question de l'acteur éclairé, incitation au réalisme des projets d'orientation, des projets de transition, des projets de réorientation professionnelle. Et donc, on construit un individu, on dirait entrepreneur de son parcours. Donc, une figure de l'investisseur rationnel, je dirais, amené à faire des arbitrages. Cette expression du projet réaliste, pour moi, elle recouvre des significations diverses selon qui l'emploie, mais généralement, il y a deux critères. Le premier critère, c'est le rapport entre les préférences de métier ou d'activité professionnelle et le parcours de formation et les expériences passées. Et donc, l'écart entre ce projet, entre le projet et puis les expériences et le parcours passé, ça se mesure en termes de plan d'action qui vise qui est censé combler cet écart. On peut penser aussi à la question des compétences transférables. C'est bien l'idée que on va essayer de capitaliser sur la formation, la formation initiale ou au cours de la vie, mais qui a déjà eu lieu, l'expérience pour se projeter dans un nouvel emploi, dans une nouvelle activité. Et la deuxième signification, deuxième appréciation du réalisme, c'est aussi l'anticipation du nombre de places ou de débouchés, et donc la possibilité de concrétiser ce projet professionnel.
Donc, en gros, il me semble que qui recrute et comment, c'est devenu une question relativement essentielle qui se pose à la fois aux individus et aux professionnels dans le processus de transition professionnelle, et on a tendance à, à vouloir transformer l'individu en enquêteur du marché du travail, du monde professionnel vers lequel il se projette. Alors pour moi, donc cette question, elle met au centre, enfin pas au centre, mais enfin, disons qu'elle rend cruciale la question de l'information sur le marché du travail. Et pour moi, ça renvoie au mode de formation des représentations du marché du travail et de son fonctionnement. Donc à la fois sur la taille et la composition du marché du travail, la manière dont il fonctionne, ses problèmes, ses opportunités, et la manière dont on pense les façons de fonctionner, notamment des recruteurs et des employeurs. Alors j'ai tendance du coup à déplacer la question enfin, d'un questionnement relativement classique sur la réception et l'usage de l'information sur le marché du travail, à celle de la formation de la connaissance sur le marché du travail, qui dépasse la simple réception, la simple appropriation d'une information sur le marché du travail qui a été construite de manière un peu rationnelle par des producteurs d'information. Et deuxième déplacement aussi pour moi, c'est je m'intéresse pas beaucoup à l'information sur les métiers, mais vraiment à la phase qui vient après l'information sur les métiers. Je pense que c'est des choses qui ont été déjà très très bien travaillées, on sait beaucoup de choses là-dessus, mais sur l'information sur le marché du travail lui-même, il me semble que on a encore des progrès à faire. Alors, donc je fais des recherches là-dessus, à la fois sur les demandes, enfin on va dire les demandeurs d'emploi ou les étudiants, en l'occurrence à partir d'enquêtes auprès de sortants de formation dans l'économie sociale et solidaire. Donc on a fait une enquête au CNAM et avec l'université de Lyon 2 sur les représentations du marché du travail des sortants ou quasi sortants de formation de l'enseignement supérieur dans l'économie sociale et solidaire. Et puis j'ai fait aussi des enquêtes auprès de professionnels de l'emploi, plus précisément des professionnels de l'insertion des jeunes, sur finalement leur expertise du marché du travail, leur expertise économique qu'ils mobilisaient en situation. C'est là aussi où ça différencie un peu des psychologues peut-être, parce que l'idée c'est vraiment de voir concrètement dans les situations sociales concrètes comment on mobilise une information et quelle représentation on active pour agir. Alors, je vais aborder 4 ou 5 points selon le temps qui me reste, mais rapidement. C'est juste, ben voilà, j'ai un propos beaucoup moins construit et exhaustif que Madame Cécile Mativet tout à l'heure, parce que mon idée c'est plutôt de pointer des choses qui me paraissaient intéressantes et qui pouvaient donner lieu à des réactions et à débat. Donc la première, donc le premier point, ça sera sur une opposition que je trouve intéressante entre la connaissance ou l'information que l'on recherche et la connaissance et l'information qui pleut sur les gens. Deuxième point, c'est l'importance des manifestations sensibles du marché du travail, c'est-à-dire et l'importance que les individus accordent à ces manifestations sensibles du marché du travail, c'est-à-dire que il y a au-delà des statistiques, finalement, la manière dont on se construit une représentation du marché du travail, la manière dont il fonctionne, ça repose beaucoup sur des
le fait de voir le marché du travail. Il y a des expériences concrètes où on a l'impression de voir le marché du travail et de le ressentir quasiment dans son corps. Troisième question, c'est sur ce que j'appelle l'effet de position, c'est-à-dire que les représentations du marché du travail, elles dépendent d'où on observe ce marché du travail. Quatrième point, parce que je pense que je vais vraiment pas parler du dernier, c'est les effets de catégorisation sur les croyances et les représentations sur le marché du travail. Alors, premier point, connaissance que l'on recherche et celle qui pleut. Je fais référence à un livre d'un philosophe anglais qui a écrit un livre sur l'économie générale des connaissances de l'homme de la rue. Ce livre s'appelle How Do You Know? Comment tu sais? Comment tu le sais? On pourrait dire, qu'est-ce qui te fait dire ça? Donc, comment le sais-tu? Dans cet ouvrage, bon, le premier postulat qui est intéressant, c'est que, à mon avis, c'est que nous maximisons, enfin, en tout cas, c'est une idée qui me paraît intéressante, discutable, mais intéressante, c'est que l'idée que nous maximisons notre intérêt quand nous acquérons de la connaissance et qu'on arbitre d'une certaine manière en fonction de la structure coût-bénéfice de chaque acquisition de connaissances. Et de ce point de vue, dit-il, l'ignorance est souvent rationnelle, ou l'ignorance ou les fausses croyances est souvent rationnelle parce que le retour sur investissement de beaucoup de connaissances est négatif, notamment en termes de coût psychique. On le voit bien, la résistance à certaines représentations qui remettent en cause le sens de notre travail. Là, je pense notamment, par exemple, aux intermédiaires et tous ceux qui travaillent sur les personnes, sur autrui, il est moins coûteux de penser que le problème de la personne réside en elle-même, puisque c'est sur elle que je peux travailler, je peux pas travailler sur la structure, plutôt que de penser que il y aurait un problème structurel. Et là, on peut bien sûr l'appliquer à la question de l'emploi et du chômage. Mais il distingue aussi dans ce livre, il fait une distinction à mon avis essentielle du point de vue du coût de l'information, c'est entre la connaissance qu'on recherche et la connaissance qui pleut. Et pour lui, la seconde est beaucoup moins coûteuse que la première, et elle sert finalement de support à la plupart de nos actions. Donc la connaissance qui pleut, c'est une connaissance qui nous arrive sans qu'on l'ait vraiment recherchée, et qui donc n'a pas été pensée pour répondre à des questions éventuellement que je me pose ou que je devrais me poser. Donc ces connaissances, c'est un peu des connaissances fortuites. Alors, donc je trouve c'est intéressant de souligner ce rôle-là parce que finalement, quand les experts de l'information sur le marché du travail, ils creusent beaucoup la question des connaissances qu'on recherche pour essayer de comprendre le processus de recherche d'information, stratégie analytique, stratégie du butinage. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve et qui structurent beaucoup les systèmes d'information, et notamment sur le net. Et donc, on fait beaucoup d'efforts pour améliorer les systèmes d'information au prisme de ces théories de la recherche d'information. Et finalement, peut-être que passe un peu à la trappe toute une théorie des informations qui pleuvent sur les gens et la manière dont les individus vont se saisir de ces informations. Et donc, sur lesquelles on peut plus difficilement parler de stratégie, et en tout cas pas de stratégie de recherche. Et donc là, à partir de ces informations qui pleuvent, on voit bien que les individus, ils opèrent une sélection assez drastique parmi les informations qui pleuvent. Et notamment, ils font une sélection qui, avec selon une logique de continuité, de redondance ou de confirmation, c'est-à-dire qu'est retenue souvent l'information qui confirme leur représentation déjà élaborée.
qui renforcent donc ce que l'individu sait ou croit déjà savoir. Alors du coup, je pense qu'il faut aller voir de plus près comment l'information pleut sur les individus et comment les gens en transition professionnelle se saisissent de ça. Et donc j'en viens à insister sur l'effet de visu, ce que j'appelle l'effet de visu, c'est-à-dire le marché du travail tel qu'il s'offre à la perception des individus qui vont assez peu voir les statistiques et qui, en tout cas, quand ils vont voir les statistiques sur le marché du travail, eh bien, vont peut-être les confronter à des manifestations, à cette perception sensible du marché du travail qu'ils ont eu lors d'expériences concrètes, lors d'expériences pratiques. Alors, je donnerai un exemple de cet effet de visu, c'est la fréquentation des forums de l'emploi. Vous en organisez, vous en fréquentez. Donc, je fais référence là à un travail de collègues du Centre d'études de l'emploi et du travail, qui s'appelle Géraldine Rioco, Delphine Rémillon et Emmanuel Marchal, sur les forums de l'emploi. Elle montre comment la disposition matérielle de ces forums influence la perception de l'encombrement du marché du travail. Donc, il s'agit de la perception de l'état de la concurrence, d'une certaine manière. Alors, c'est certain que quand on voit la foule dans les salons, quand on voit la queue de plusieurs centaines de mètres à l'entrée ou à l'entrée de stands, eh bien, finalement, les individus en arrivent à ressentir dans leur corps la compétition et vont donner un sens commercial aussi à leur démarche, puisque ceux qui fréquentent ces salons disent, par exemple, faire la queue pour aussi envoyer un signal de motivation aux recruteurs qu'ils imaginent être derrière le stand. Et les chercheuses ont aussi constaté l'effet de découragement de cette expérience sensible et concrète à laquelle les individus donnent une signification, celle de la saturation du marché du travail. Et on peut penser que cette expérience sensible sera sans doute plus marquante, aussi marquante, voire plus marquante que la consultation de statistiques sur le marché du travail, sur leur secteur ou le métier qu'ils visent. Or, bon, en tant que à la fois économiste ou sociologue, on sait que la mise en scène de la fréquentation est en fait un objectif des organisateurs du salon, tant du point de vue des chiffres qui conditionnent les financements futurs et la fidélisation des entreprises qui louent des stands, ou même du point de vue visuel, comme le fait remarquer dans cette étude un organisateur d'une douzaine de manifestations de ce type. Il dit, si vous réduisez les allées, vous avez l'impression qu'il y a plus de monde. Et du coup, le retour des entreprises sera meilleur. Donc, on voit aussi que, voilà, les individus eh bien, s'appuient sur cette perception, je dirais, matérielle et visuelle du marché du travail, lui donne un sens peut-être plus général que ce qu'il en est effectivement. Et que là, on peut parler d'une forme de biais de perception lié à cet effet de visu. On pourrait prendre aussi d'autres exemples dans l'enquête sur l'économie sociale et solidaire. On a mis en lumière un effet liste, c'est-à-dire que finalement, plus que les statistiques de marché du travail ou sur les métiers en tension, les taux de tension, etc., les gens, la première chose qu'ils font quand ils recherchent un emploi, c'est consulter les offres d'emploi sur les sites internet. Donc, à partir de mots-clés, on sort des listes d'offres d'emploi. Et trouver beaucoup d'offres d'emploi, c'est un signal rassurant, même si les personnes savent aussi que les offres d'emploi visibles représentent sur ces sites
spécifiques représentent qu'une partie seulement des emplois qui existent et des postes qui sont à pourvoir. Et donc il y a une forme de paradoxe, hein, puisque les sites d'offres d'emploi ne servent pas forcément à trouver un emploi, mais à travers cet effet de collection, hein, il acquiert une valeur un peu probabiliste et il donne une représentation générale du marché du travail, en l'occurrence de l'ESS. Alors, on pourrait, bon, il faudrait mettre en correspondance finalement cette expérience sensible avec les statistiques, le mode de production d'une certaine représentation de la réalité du marché du travail que forment les statistiques, parce qu'il faut bien avoir l'idée que les statistiques, c'est aussi une représentation, hein, une certaine représentation de la réalité avec certaines catégories, et que de toute façon, à partir du moment où on représente à travers des statistiques ou d'autres moyens le marché du travail, il y a un effet de sélection, un effet de simplification qui est de toute façon obligatoire pour que les personnes s'en saisissent. Autre marché du travail de visu, je dirais, ça peut vouloir dire aussi s'en référer pour savoir qui et comment on recrute sur un certain marché du travail, c'est s'en référer à des entreprises visibles. C'est-à-dire que finalement, certaines grosses entreprises qui ont les moyens de communiquer à la fois sur leur embauche et sur leurs activités deviennent un peu des prototypes du marché du travail dans son ensemble. Et donc, et ça, c'est des choses que j'ai vues aussi sur le terrain des professionnels, c'est-à-dire que bon, ben voilà, Air France ne recrute plus d'agents d'escale, c'est la fin de l'emploi aérien, ou bien s'en référer à la RATP pour désigner qui devient une espèce de figure emblématique de l'emploi et du recrutement dans les transports collectifs. Donc toute forme de mode de connaissance, de mode social d'acquisition des connaissances sur le marché du travail qui relève de ce qu'on pourrait dire de la généralisation abusive. En fait, on fait ça tout le temps sans arrêt. Donc voilà, il me semble important de déconstruire un peu ces processus sociaux et qui s'appliquent avec beaucoup de généralité pour le coup au mode de construction des représentations et des croyances sur le marché du travail. Alors du coup, cette question de la position sur le marché du travail, de la position dans l'espace économique, on va dire, notre position dans l'espace des acteurs du marché du travail est aussi essentielle pour comprendre la manière dont on va former une représentation. On a de multiples occasions de voir le marché du travail, ou du moins des bouts du marché du travail qu'on prend pour le marché du travail, celui qui nous intéresse dans son ensemble. Là, à ce sujet, j'avais été marquée lors de cette enquête sur les professionnels de l'insertion des jeunes, c'est que finalement, les sources, une des sources importantes d'informations sur le fonctionnement du marché du travail, les critères de recrutement utilisés par les employeurs dans tel ou tel métier, dans tel ou tel secteur, pour ces professionnels, eh bien finalement c'était les jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est la source dont ils sont professionnellement le plus proches, et à force d'avoir des retours sur la destinée professionnelle des jeunes qu'ils accompagnaient, ils arrivaient, en agrégeant
ces retours d'une certaine manière, en collectionnant ces retours, se faire une idée des manières de faire, des manières de recruter des employeurs. Donc les employeurs étaient, ou les recruteurs étaient des sources de seconde main pour eux, d'une certaine manière. Mais du coup, bon, on peut penser que c'est une inversion du circuit de l'information entre jeunes et accompagnateurs et accompagnés, mais aussi, on peut voir aussi le rôle là de l'accompagnateur comme mutualisateur des savoirs, puisque d'une certaine manière, après, il redistribuait ses connaissances à de nouveaux jeunes, de nouveaux accompagnés. Donc, je trouve intéressant de voir, voilà, de voir cette question de l'information, non pas comme une information qui descend des experts vers les personnes qu'on accompagne et qu'on oriente, mais comme un circuit dans lequel il y a des feedbacks, quoi, d'une certaine manière, et peut-être de formaliser peut-être un peu plus ce circuit. L'effet de catégorisation me semble aussi intéressant à regarder, c'est-à-dire que bon, cette idée que la réalité, ce que j'ai dit déjà un peu tout à l'heure, la réalité, je mets plein de guillemets autour de cette idée de réalité, parce qu'en fait, la réalité, on la connaît pas, hein, on n'en connaît que les perceptions. Même lorsqu'elles sont statistiques, la réalité se présente en nous déjà mise en ordre d'une certaine manière. Et ça se présente toujours avec déjà une forme d'intelligibilité de cette réalité. Et quand on parle de la réalité du marché du travail, ça se présente toujours à nous, on la saisit toujours à travers des catégories, des classifications qui sont instituées, qui opèrent des formes de sélection sur cette complexité, sur la complexité du fonctionnement du marché du travail. Et donc ça renvoie à cette question, excusez-moi ce terme un peu trop savant, mais des schémas classificatoires, des manières de penser qui sont déjà d'une certaine manière prêtes à l'emploi. Alors, je prendrai comme exemple celui d'une catégorie assez structurante d'appréhension des marchés du travail. C'est pas à vous que je vais l'apprendre dans le monde de l'orientation et de l'accompagnement, qui est celle des métiers. Finalement, on voit que du fait de l'organisation d'une profession, d'un champ institutionnel et professionnel de l'orientation professionnelle, eh bien, la réalité du marché du travail, elle nous est souvent donnée à travers cette entrée métier. Et que, d'une certaine manière, cette division du monde économique en métiers, elle peut surdéterminer les pratiques dans cet univers professionnel de l'orientation et de l'accompagnement, depuis la présentation et l'organisation des statistiques du marché du travail jusqu'aux outils de formulation d'un projet professionnel. Alors, cette entrée par métier, ce qui, moi, m'a semblé intéressant dans l'enquête sur l'ESS, c'est que je me suis rendu compte qu'elle correspondait pas toujours à la manière dont les préférences des individus étaient exprimées. Et qu'il faut peut-être accueillir cette idée que travail n'équivaut pas à métier. Il y a plein d'autres manières de se projeter dans le travail que simplement le métier, la fonction, même si ça intervient bien sûr, mais peut-être ça ne fait pas tout. Et que donc on a montré dans cette étude que parfois donc cette notion de métier autour de laquelle s'organise l'information sur le marché du travail était parfois pas tout à fait pertinente, notamment pour les sortants au niveau licence professionnelle et master pro, puisque pour eux vouloir travailler dans l'ESS, ça recouvre en fait des modes d'entrée dans ce secteur économique très variés.
et notamment les préférences, elles peuvent s'exprimer sur le statut juridique des entreprises, vouloir travailler dans une association, dans une coopérative, parce que derrière il y a des principes politiques, etc., qui sont des valeurs qui sont très importantes pour eux. Et finalement, je dirais pas peu importe ce qu'on fait, mais c'est pas le critère primordial qui organise leur manière de penser leur projet professionnel et donc ce qu'ils vont rechercher sur le marché du travail. Donc, je cite cette personne interviewée sortante de master de l'ESS, elle dit « Ce que je voulais, c'était prendre un poste à responsabilité, mais plutôt dans une petite structure et plus dans une dynamique associative. » Ou alors, il y a des gens qui reviennent beaucoup sur l'entrepreneuriat social, donc ils vont chercher un certain type de boîte. Et donc, voilà, ça me semble intéressant de confronter un peu ces manières que, en tant que professionnel et expert du marché du travail, on catégorise et on organise le marché du travail et sa perception, et puis finalement la manière dont les individus y viennent. Oui, et alors, outre le fait que la structuration de l'information ne correspond pas toujours, donc par métier, ne correspond pas toujours aux manières de découper le travail et de concevoir les préférences professionnelles des gens, c'est pas toujours non plus la manière la plus pertinente d'un point de vue économique pour décrire et prédire le comportement des recruteurs, notamment. Disons que cette lecture univoque d'un marché du travail de métier est assez simplificatrice et que pour certaines activités, elle sera inopérante pour prédire le comportement des recruteurs, leur manière de recruter, la manière dont ils s'y prennent. On fait, par exemple, il y a des études avant BMO, l'enquête repère de la NPE qui montrait que c'était moins les caractéristiques du poste et du métier que les caractéristiques de l'employeur qui pèsent sur les risques de renoncement à l'embauche faute de candidats adéquats. Donc la question des tensions sur le marché du travail et plus généralement la manière dont les recruteurs s'y prennent pour recruter, c'était moins lié, c'est parfois moins lié au métier qu'ils recrutent, aux postes sur lesquels ils recrutent, que à leurs propres caractéristiques ou caractéristiques de l'entreprise. La taille de l'entreprise, par exemple, a un poids énorme sur les canaux de recrutement, la manière dont les canaux qu'on utilise pour diffuser une offre d'emploi et les critères qui vont être appliqués pour recruter. Donc voilà, cette peut-être la multiplication des catégories et de l'appréhension des variables qui pèsent sur les manières de recruter, ça peut être une piste intéressante dans ce sens. Donc, je conclus. Je peux, hein? Je peux. Alors, juste pour conclure, parce que non, parce qu'après on va dire que voilà, les sociologues c'est toujours la même chose. Ils critiquent et jamais ils proposent. Ouais, parce qu'on les sociologues, on est assez mauvaise presse en termes de préconisation. On n'est pas très bon. Mais bon, donc là j'ai quand même fait un effort. Dire que voilà, le premier réflexe quand on parle d'information sur le marché du travail, c'est de le ramener à celle de la disponibilité et de l'accessibilité, ces deux critères qu'on retrouve souvent dans la littérature, disponibilité et accessibilité de l'information, et notamment de l'information statistique. Parce qu'aujourd'hui, bon, on considère que l'information statistique, c'est le summum, c'est l'information vraie, l'information réelle. Donc, disponibilité et accessibilité. Disponibilité, c'est le fait qu'elle soit produite et mobilisable, et accessibilité, c'est la pertinence de l'information au regard d'un usage particulier.
Bon, moi, si on suit un peu mon raisonnement, je pense que le rôle des professionnels, des intermédiaires, de l'orientation, de l'accompagnement, etc., ça va quand même un peu au-delà, hein, puisque en tant que professionnel ayant un contact physique et communicationnel avec les individus que vous accompagnez, je pense qu'il ne s'agit pas seulement de mettre à disposition et de rendre accessible cette information, mais de travailler sur les autres sources d'informations fortuites, toutes ces sources d'informations et de connaissances sur le marché du travail qui pleuvent sur les individus et qui, dans le courant de l'accompagnement, du conseil, dans cet espace de dialogue, peuvent être contextualisées, remises en perspective peut-être avec d'autres sources, d'autres formes d'information. Donc en fait, en tant qu'intermédiaire, vous avez la possibilité de travailler sur ces expériences marquantes et sensibles du marché du travail, et de leur redonner peut-être un sens peut-être différent un peu de celui que l'individu lui projette. Je pense que c'est là la plus-value aussi des professionnels. Et dernière chose, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, finalement, là, je parlais uniquement des représentations des personnes que vous accompagnez, donc plutôt candidats à l'emploi, demandeurs d'emploi ou en transition professionnelle. Mais finalement, je pense aussi, et c'est aussi l'idée un peu de ce certificat, c'est qu'il y a matière à travailler les compétences à recruter, le savoir recruter des employeurs, notamment lorsqu'il n'y a pas de RH dans l'entreprise, qui est quand même le cas dans 80% des boîtes. Parce que donc travailler aussi ces représentations du marché du travail. Oui, les recruteurs et les employeurs ont des représentations sur le marché du travail, sur l'autre versant du marché, parce que voilà, ça me semble essentiel pour permettre une rencontre heureuse entre offre et demande de travail, de symétriser un peu les. Voilà, je vous remercie beaucoup. Oh, super.